toujours le même podcast. Le Next 40 comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan. Et toujours les mêmes animateurs. On retrouve notre entrepreneur du Next 40, Pierre-Étienne Roanat. Bonjour Pierre-Étienne. Bonjour Thomas. Tu es toujours avec nous. Je recommande à tous ceux qui nous écoutent de se diriger vers la première partie de ton podcast où on découvrait l'aventure Recommerce et surtout ses ambitions. On a découvert un certain nombre d'informations sur le réemploi et ses enjeux. Donc, à ceux qui n'ont pas encore entendu la première partie, qui nous retrouvent seulement, direction la première partie, et revenez dans 50 minutes pour ce qui va suivre. Alors, je te propose tout de suite. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous ? Donc je te propose de te relaxer, de presque fermer les yeux, de t'allonger sur le sofa et on va parler de toi, Pierre-Étienne Roanat. Ce qu'on aime bien avec Olivier, c'est de comprendre qui sont les hommes et les femmes derrière les entreprises, qu'est-ce qui les a forgés, qu'est-ce qui finalement dans leur vie a peut-être construit ce qui fait qu'ils sont aujourd'hui les entrepreneurs qu'ils sont devenus. Donc un petit mot pour comprendre qui tu es, d'où tu viens. Je te propose de démarrer avec une question d'un invité surprise. Vous avez un message. Salut Pierre-Étienne. Tout d'abord, je tenais à te remercier de me permettre de représenter les fondateurs de Recommerce au board depuis quelques années maintenant. Alors, petite question. Quel fait s'est penché sur ton berceau en te permettant d'associer une idée écologique et un business très rentable, scalable et vertueux ? Plus sérieusement, à quoi Pierre-Étienne pensait enfant lorsque le sujet de l'écologie lui était évoqué ? Et au final, es-tu plus entrepreneur ou écologiste ? Merci Julien pour la question. Tu peux peut-être nous dire qui c'est ? Ouais, peut-être pour dire un mot, c'est effectivement Julien Coulon qui est un grand entrepreneur, qui est notamment en fait le fondateur de Cedexis, qu'il a revendu depuis, je pense, il y a 1 an ou 2, et qui est aujourd'hui en fait directeur de CMC IC Capital, voilà, et donc qui est aujourd'hui passé investisseur et qui nous suit depuis assez longtemps et qui notamment nous représente en fait nous fondateurs au board de Recommerce. Et avant que tu lui répondes, est-ce qu'un investisseur qui a été entrepreneur est un investisseur comme les autres ? Je pense pas. Enfin, Julien déjà est une personnalité en tant que tel, un entrepreneur aussi hyper engagé et hyper inspirant. Et donc je pense qu'en fait aujourd'hui, en étant côté actionnaire, effectivement, je pense qu'il doit apporter une richesse en fait aux participations qui l'accompagnent, qui est sans commune mesure. Alors on lui répond. Sur l'enfance, effectivement, tout petit en fait, et même assez longtemps en fait, mon rêve c'était d'être jardinier. Donc en fait, j'avais pas forcément et toujours en fait eu un lien en fait avec la nature qui était quand même assez fort. Avec le bricolage aussi, j'aimais bien bricoler, réparer des choses, etc. Et j'étais dans un environnement familial qui de toute façon m'a toujours poussé en fait à plutôt m'épanouir sur mes centres d'intérêt. Et donc effectivement, j'aurais très bien pu devenir jardinier. Et après, je pense que c'est plutôt le parcours scolaire en fait naturellement qui m'a destiné en fait à autre chose avant que je m'en réchappe en revenant moi-même en fait entrepreneur, mais travailler en proximité avec la nature, avoir en fait un impact, contribuer au développement en fait de la nature ou réparer la nature, ça a toujours été quelque chose en fait d'essentiel en fait dans ma démarche. Après mes études m'ont tourné en fait, et puis mon ambition naturelle en fait pour les projets m'ont tourné vers l'entrepreneuriat, et aujourd'hui je pense que j'arrive à en faire en fait la synthèse de cette aspiration à vouloir avoir un impact positif sur l'environnement et quand même en fait avoir un projet à fort impact et fort développement économique. Du coup, plutôt entrepreneur ou écolo ? Moi, je pense aujourd'hui plutôt entrepreneur, même si c'est clairement aujourd'hui une vocation en fait d'entreprendre dans l'économie circulaire, et que dans 10 ans, je ne sais pas si je serai encore chez Recommerce. Ce que je sais, c'est que je serai toujours entrepreneur et que je serai toujours entrepreneur dans le développement durable et dans l'économie circulaire. Aujourd'hui, c'est très clairement en fait un projet de vie qui est fort en fait d'associer les deux, et ça, c'est une certitude aujourd'hui. Alors du coup, on a plongé avec la question de Julien dans Pierre-Étienne petit, dans l'enfance. T'étais quel type de gamin ? Moi, je suis né dans la Drôme.
un petit peu au nord de Montélimar. Mon père était instituteur, j'étais dans sa classe, donc ce qui m'a prédisposé à être plutôt un bon élève en fait, et plutôt dans les codes du bon élève. Ma maman effectivement travaillait en fait dans le milieu hospitalier, et j'étais plutôt un bon élève, plutôt introverti quand même, mais avec une enfance très heureuse et effectivement très tournée vers la nature, mais avec peut-être 3 éléments distinctifs. Déjà hyper curieux de tout, toujours vouloir apprendre des choses, découvrir de nouvelles choses, faire de nouvelles expériences, etc. Ça, c'était un point qui a toujours été très important pour moi et encouragé en fait par mes parents de m'éveiller en fait à plein de choses. Un trait de caractère aussi qui a été identifié à la maternelle, c'est une espèce de ténacité, c'est-à-dire une obstination à vouloir aller au bout des choses, etc. Jamais rien lâcher. Et je pense que ça, je l'ai gardé encore aujourd'hui et ça a été... Ce seau et cette pelle sont à moi, je ne les lâcherai pas. Ouais, mais voilà, de se fixer un objectif et de vraiment se donner les moyens, que ce soit la piscine, dans des compétitions, des machins comme ça. Enfin, toujours une volonté très très forte en fait d'aller au bout des projets qu'on se donnait. Et puis aussi un brin en fait hyperactif, à toujours vouloir faire des choses, etc. Et je pense qu'en fait c'est un peu ces 3 choses là qui font que j'étais quand même, je pense, déterminé à être entrepreneur. Et donc est-ce qu'il y a des phrases que tu gardes, des phrases que, je sais pas, un proche, parent ou instituteur ou autre, en l'occurrence c'était les mêmes, mais une phrase que tu as pu entendre et qui est gravée encore aujourd'hui et qui drive ta vie ou ta vision du monde? Une phrase en fait que j'aimais bien et que je répète aujourd'hui pas mal, c'était effectivement, je me souviens, c'était mon prof de prépa en fait à l'époque en maths, etc. qui avait une seule phrase qui répétait toujours, c'était quel est le problème, et quel est ton problème, et la logique effectivement c'est qu'aujourd'hui et je pousse beaucoup les équipes en fait à ça, à poser en fait une problématique très clairement, à la comprendre intrinsèquement avant de proposer en fait la meilleure solution ad hoc. Et c'est-à-dire passer toujours par parce que si on comprend pas le problème, généralement en fait on résout les choses à côté, et ce qui fait qu'en fait le problème en fait du réemploi dès 2009 en fait je pense qu'on l'a plutôt très très bien posé côté e-commerce, ce qui fait qu'en 10 ans en fait on n'a pas changé de cap, on n'a pas pivoté ou quoi que ce soit, que tout l'architecture en fait de la plateforme qu'on avait fait, on a passé énormément de temps à architecturer, mais pendant 5-6 ans on n'a pas eu besoin de la refactorer parce que toutes les choses en fait avaient été pensées, et donc c'est toujours la nécessité effectivement de bien poser les choses, de drafter en fait des plans qui sont généralement plutôt solides, parce qu'à partir du moment où le problème est bien posé, généralement en fait la solution est beaucoup plus simple à entrevoir. Et après, dérouler le plan, finalement, c'est extrêmement simple. Si aujourd'hui tu devais partager une leçon au reste du monde avant de mourir, je crois que c'est un peu ce qu'on dit sur les TED, les conférences TED, avant de monter sur scène, ou en tout cas pour préparer sa conférence. Voilà, tu as une connaissance, une leçon, quelque chose à partager au monde avant de partir. Tu nous racontes quoi ? Ça pourrait être l'occasion de ta carte blanche de tout à l'heure en même temps, je préempte peut-être. Non, pas évident, pas évident comme réponse, comme question plutôt. Mais effectivement, en fait, le fait de croire en soi et de rien lâcher, qu'effectivement, que tout est lié à une question d'énergie vitale, que vous allez le mettre dans les projets, ce qui fait la différence, c'est toujours ça, c'est votre capacité à mettre de l'énergie, et qu'à partir du moment où vous avez la capacité de mettre cette énergie et que vous connaissez le driver en fait de cette énergie, vous pouvez aller extrêmement loin. Et que Recommerce, en fait, on a commencé dans un marché qui était tout sauf éduqué, personne ne comprenait pourquoi on allait dans ces aventures-là, etc. On n'a jamais en fait rien lâché, et chaque fois qu'on a eu des difficultés, on a toujours en fait trouvé la voie, et à un moment on a toujours réussi. Et le fait effectivement de construire, de croire effectivement et d'être tenace, je pense que c'est quelque chose d'important. Et puis une deuxième chose en fait auquel la question fait penser aussi, c'est toutes ces notions de résilience, alors qu'il y a quelque chose de passionnant en fait, je trouve, en tant que tel, parce qu'effectivement il faut que l'entrepreneur soit résilient par nature pour réussir, parce que des embûches il y en a tout le temps, etc. Il faut rebondir, il faut repartir, mais aussi en fait c'est construire des systèmes résilients. On a essayé de construire une entreprise résiliente, c'est-à-dire voilà, on voit par exemple qu'il arrive le Covid, en fait on retombe sur nos pattes très très rapidement parce qu'on avait envisagé des canaux digitaux et qui ont permis de transformer l'entreprise rapidement. Et de même manière générale, et on en parlera peut-être tout à l'heure en fait, de toutes sortes de passions autour en fait de l'analyse de la nature, du biomimétisme, etc. C'est-à-dire que dans la nature en fait tous les systèmes sont généralement autonomes et résilients, et donc il y a eu chez Recommerce en fait toujours cette réflexion chez nous sur comment en fait être résilient en fait dans toutes conditions,
et vraiment de réfléchir de manière systémique à cette notion. Si on pousse la résilience sur la pensée, est-ce que ça veut dire que la certitude est plutôt un frein ? Ah oui, en fait, j'ai jamais eu le souci d'être cohérent. Enfin, je peux vous dire un truc aujourd'hui, puis demain, parce qu'il y a un nouvel élément, je vous dirai le contraire, avec le même niveau de conviction. Non, je pense qu'en fait, l'entrepreneur, en fait, se doit en permanence de se réinventer, de se rechallenger. Et on peut avoir, en fait, de la certitude dans des tendances longues. Par exemple, en fait, demain, je viendrai pas vous voir pour dire le reconditionné, en fait. C'est pourri. Je me suis trompé. C'est pas ça. Non, clairement pas. Par contre, en fait, avoir un cap stratégique à long terme, avoir des certitudes à long terme qui forgent les convictions, etc., ça c'est extrêmement important. Par contre, après sur le plan, il faut avoir un plan moyen terme, et après à court terme sur les décisions, etc., il faut être extrêmement agile et peu de conviction. Et de manière générale, même moi je n'arrive pas à prendre des décisions en fait généralement tout seul, parce que en fait je suis pas sûr moi-même en fait d'être en capacité de les constituer. Toujours important d'être challengé, d'avoir des personnes qui amènent en fait des points de vue différents, et ma conviction sera d'autant plus forte qu'elle a été challengée par quelqu'un qui amenait un point de vue différent, etc. Mais effectivement, il faut absolument pas être borné, et je pense que justement l'être, c'est pas un facteur de résilience. Je sais plus qui disait ça, c'est mon associé qui me faisait cette citation l'autre jour, mais cette idée que toutes les grandes boîtes, les grandes réussites avaient eu un moment, une décision clé qui avait tout changé. Est-ce qu'il y a eu une décision clé chez Recommerce qui a tout entraîné ? Ouais, je pense. Typiquement, en fait, en 2009, quand on a lancé en fait la société, donc on était dans un marché qui n'était pas du tout éduqué, et puis même si on était le premier de ces acteurs-là, très rapidement, il y a plein d'autres acteurs qui sont arrivés en B2C. Donc à avoir en fait la volonté d'avoir un site de reprise directement en ligne, des sites de revente en fait directement en ligne, et effectivement avec la possibilité de lever des capitaux assez rapidement. Il y en a qui sont allés en télé, etc. Et ça c'est toujours cool pour un entrepreneur d'avoir une solution qui est visible, ses parents, ses potes qui voient la solution à la télé, etc. Et nous en fait on a été la seule boîte à ce moment-là de dire en fait nous on va travailler en marque blanche pour les gros acteurs en fait du secteur, et on va les convaincre pour faire ça et de profiter en fait de leur visibilité, de profiter de leur pool de clients, etc. Et en fait, ce move là, bon, il est déjà lié au fait qu'on n'avait pas du tout d'argent. Hein. Quand j'ai créé Recommerce, j'ai mis tout ce que j'avais dans mes poches, et moi j'ai mis 7 000 €, et c'est tout ce que j'avais en fait, puisque j'ai créé Recommerce à l'issue de mes études. Donc de toute façon, on n'avait pas la capacité de financer une campagne télé ou autre. Mais quoi qu'il arrive, en fait, cette décision-là de travailler en marque blanche, d'être un enabler en fait dans cette industrie, ce qui est toujours le cas, et de pas être une marque, mais plutôt au service en fait de l'écosystème, ça a été quelque chose d'extrêmement important. Et c'est ce qui nous a permis en fait nous de passer à l'échelle, et tous nos confrères en fait de l'époque qui sont lancés à cette époque-là, vu que le marché n'était pas éduqué, que les coûts d'acquisition étaient dantesques, elles ont toutes fait faillite. Et donc je pense qu'un élément, c'était effectivement le fait d'avoir ce positionnement là, voilà, qui était moins sur le devant de la scène. D'aller chercher le business là où il était peut-être aussi. Et complètement, et d'aller chercher les bons enablers et les bons canaux d'acquisition. C'est important l'ego pour un entrepreneur. Tu parles du fait que sa famille, ses potes, les proches, peut-être même les autres entrepreneurs puissent te voir à la télé, qui a un côté un peu waouh. C'est un sujet. Je pense que c'est un sujet. Après, je sais pas moi la manière en fait dont je l'exprime. Tout à l'heure, Florent a expliqué qu'effectivement l'exercice médiatique n'est pas quelque chose auquel je me prête volontiers, parce que justement je suis pas forcément quelqu'un qui s'expose. Moi, je suis plutôt celui qui va être au moulin, proche de ses équipes, etc. Et pas forcément en fait sur le devant de la scène. Ça, c'est jamais quelque chose qui m'a attiré en tant que tel. Moi, c'est vraiment en fait la logique d'avoir en fait de l'impact, de me voir progresser. C'est ça vraiment aujourd'hui. Voilà. Après, je pense que j'ai forcément en fait un ego, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui m'a poussé en fait à avoir à prendre des décisions en tant que tel. Et aujourd'hui, moi, j'ai plutôt en fait un type de management qui permet de faire la synthèse plutôt au sein d'un collectif, de mettre en avant en fait les individualités, de responsabiliser en fait les personnes. Et moi, il y a qu'une chose que j'aime faire, c'est recruter des gens qui sont bons, les mettre en avant, de faire que Recommerce en fait est représenté plutôt par un collectif d'individus. Donc de temps en temps moi qui prends la parole, des fois c'est Benoît, des fois c'est d'autres associés, des fois c'est d'autres managers. Mais je pense qu'en fait la réussite du projet Recommerce est avant tout un projet collectif, et que je dois être au service de ce collectif. Tout à l'heure, tu as évoqué le fait que tu es passé par la prépa. On n'en a pas du tout parlé, mais en 2 mots, tes études. Moi, mes études, en fait, j'ai fait maths sup, maths spé.
Et en fait, à l'époque, je sais pas, j'ai eu une grosse, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais effectivement, gros centre d'intérêt pour la philo au moment où en fait j'étais en maths sup spé, donc c'était devenu mon centre d'intérêt numéro un. Et puis j'ai cru qu'en fait devenir ingénieur, ça allait me conditionner à serrer des boulons toute ma vie, ce qui était une fausse idée. Et donc en fait j'ai décidé de passer les concours parallèles pour passer en business school. Et donc il y avait une ou deux business schools en fait qui permettaient ça à l'époque. Et donc je suis parti en fait en business school. Tu peux la citer. Moi, c'est la business school de l'Institut Télécom. Aujourd'hui, à l'époque, il y avait un autre nom. Et ce qui m'a permis de découvrir un univers en fait complètement différent, de me former beaucoup plus à des choses sur lesquelles j'avais un attrait naturel, on va dire plus proche du business, qui in fine en fait m'attirait pas mal, et surtout en fait m'a permettre, c'était un premier élément de structuration important pour moi, de m'épanouir dans tout ce qui est le monde associatif. C'est-à-dire là où tout à l'heure j'évoquais que j'étais plutôt quelqu'un d'introverti à la base, là j'ai découvert le fait de se mettre au service d'associations, au service de collectifs, et tous mes réflexes managériaux, je les ai développés en fait dans ce contexte-là. Introverti, ne boit pas d'alcool d'après les notes qu'on a pu avoir de tes proches. Donc a priori, l'association c'était pas le BDE. Si, j'étais président du BDE. C'est Alors pas en fait, vrai. quand j'ai réussi à faire ça, non, en fait, c'est grosso modo, bah oui, de toute façon, comme on organisait ces events-là et qu'il fallait potentiellement de temps en temps, il fallait quand même quelqu'un de lucide dans tous ces événements-là. T'étais déjà dans la révolution en vrai. Et donc j'étais candidat, et puis après j'ai membre de l'équipe qui était très bon en fait sur ces aspects, sur ces aspects-là. Effectivement, non. Et après, en fait, tout à l'heure Florent évoquait la prise d'alcool. Non, en fait, grosse obsession en fait du self-control, qui fait qu'effectivement tous les produits type alcool, etc. Effectivement, enfin j'ai un enjeu avant Peur tout de pas maîtriser, de pas forcément en fait maîtriser, etc. Et je pense que ça a été un des premiers leviers sur lequel en fait j'ai jamais eu de tentation en fait pour l'alcool, etc. Parce que toujours la volonté de rester en fait en contrôle de mes émotions est quelque chose d'extrêmement fort. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'était ma question. Quel serait le risque de ne pas maîtriser? Non, je parle pas sur les actions, mais dans la tête. Ça, je sais pas. Hein. Ça, il faudrait que je fasse des exercices en fait pour essayer d'en comprendre en fait le sous-jacent. Mais effectivement, c'est un gros enjeu. Effectivement, toute la partie lâcher prise. Aujourd'hui, en fait, moi, dans mon rôle même de manager, etc. Aujourd'hui, effectivement, je lâche prise difficilement. J'ai le besoin en fait de tout comprendre, de savoir les orientations qu'on prend, la raison en fait du choix des équipes. Et ça, c'est un élément important sur lequel j'ai beaucoup travaillé. En 10 ans, aujourd'hui, je suis beaucoup plus confortable avec la prise de décision délégué, mais j'ai toujours du mal en fait à accepter une divergence entre moi, ma vision initiale et la manière dont quelqu'un l'exécute. Donc là-dessus j'ai beaucoup travaillé, mais c'est en fait un vrai travers en fait et une vraie logique en fait du lâcher prise, et ce qui explique en ce moment en fait 90% de mon temps est consacré à e-commerce, d'une part parce que ça me passionne, clairement, enfin c'est une aventure incroyable et le secteur est passionnant, mais aussi en fait parce que j'ai cette problématique là effectivement de déléguer et de faire totalement confiance, quelque chose, voilà. Mais je travaille dessus. Donc effectivement, un e-commerce prend beaucoup de ton temps. Tu évoquais tout à l'heure que petit, tu souhaitais devenir jardinier. Alors on va emprunter à Voltaire la rubrique suivante pour comprendre comment Pierre-Étienne Roina cultive son jardin. S'inspirer. Respirer. Et cette interview ne serait pas complète, cette partie 2 ne serait pas complète sans une intervention de mon compère Olivier. On l'écoute. Vous avez un message. Bonjour Pierre-Étienne, c'est à nouveau Olivier Mathieu. Je tenais à te poser une question qui est un peu en rapport avec là où je suis en ce moment, car je suis en train de faire l'ascension du Kilimandjaro, ce qui est pour moi un moment d'évasion important avant de recommencer l'année 2021 sur les chapeaux de roue. Et j'aimerais savoir quelles sont tes techniques, tes méthodes, tes petits trucs pour trouver à la fois de l'inspiration et de la respiration en tant qu'entrepreneur à succès, chef d'entreprise. Comment est-ce que tu fais pour maintenir une vie équilibrée? Est-ce que c'est à travers la culture, à travers le sport? Quelles sont les petites astuces que Pierre-Étienne peut révéler aux auditeurs de 40 nuances de Next? Moi, je peux donner son astuce pendant les questions surprises. Il prend des notes pour rien oublier.
Non, merci pour la question, Olivier. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'écoute 40 nuances de Next. C'est aussi pour avoir des réponses en fait à ces éléments-là, puisque je pense que je suis pas forcément exemplaire aujourd'hui sur ces éléments-là. Déjà la première aparté, effectivement, c'est sur une des solutions que j'avais trouvées, c'était aussi de faire l'ascension du Kilimandjaro il y a 2 ans, et ça avait été vraiment inspirant. Et puis en fait une vraie leçon de vie, parce que là aussi comme pour Recommerce, j'avais fait un plan énorme, j'étais hyper préparé, tout ça, et bien sûr rien ne se passe comme vous pensez, et que c'était une épreuve, notamment la dernière ascension, et il faudrait que Olivier nous raconte s'il est arrivé en haut. Là, on l'entendait un peu essoufflé. Oui, il est arrivé en haut, mais je te le dis, tu as vu la photo et tout ça. Il est sur le... mais on le sent un peu essoufflé, fatigué. Ah ouais, techniquement, c'est pas compliqué, mais effectivement, ça pousse en fait les individus dans les retranchements. On est à peu près 1 sur 5 à réussir en fait ce genre de d'ascension. Donc c'est pas si simple. Et c'est loin d'être si simple. Et avec une dernière ascension en fait qui est très 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 compliquée. Et effectivement, dans toutes les randonnées que j'ai faites, en tout cas, c'était effectivement la plus inspirante, la plus marquante, et avec effectivement un challenge très très fort. Pourquoi inspirante ? Alors inspirante, déjà la première chose, c'est qu'effectivement, pour revenir en fait aussi à la question, c'est que pendant les 5 premières années de Recommerce, j'ai quasiment pas pris de vacances, donc j'ai pas pris le temps en fait de respirer ou de m'inspirer en tant que tel. Et le seul moyen que j'ai trouvé de le faire, c'est de partir dans des grands espaces où il n'y a pas de réseau téléphonique, et pour vraiment en fait me déconnecter et être beaucoup plus finalement en symbiose avec les éléments naturels, etc., pour se poser, avoir aucune tentation et réfléchir. Et c'est notamment en fait dans cette optique-là que j'ai fait l'ascension du Kilimandjaro avec ma compagne, pour vraiment en fait se poser les bonnes questions, réfléchir, parce que enfin vous marchez pendant des jours et des jours, et donc c'est assez inspirant. Ça permet de se poser les bonnes questions, et aussi de développer une certaine humilité, parce que en fait autant dans notre petit monde à nous en fait finalement assez protégé, dont en plus on est un peu la star de nos petits écosystèmes en tant que tel. Ça permet de se rappeler en fait à une certaine humilité, une certaine fragilité, et ça permet de se replacer en fait dans un contexte de nature où on n'est pas grand chose, et donc ça a été une expérience extrêmement marquante. Si je dis pas de bêtises, c'est 5500 mètres à peu près de hauteur. Ouais, 5009. Ouais, 5009. C'est quoi les questions à ce moment-là dans la tête ? Tu dis, on se pose plein de questions. Et des questions très concrètes qui te sont passées. Alors déjà, en fait, comme on est en altitude, on réfléchit lentement. Donc ça permet de bien poser, bien poser le problème, mais effectivement un petit peu sur le sens. En tout cas, moi, c'était des questions sur le sens de l'engagement. La question que posait aussi Olivier sur en fait l'équilibre pro-perso. Typiquement, en fait, moi, c'est une vraie question. Est-ce que je suis équilibré ou pas ? J'ai la perception que oui, mais après 90% de mon temps, je le passe sur e-commerce. Donc les gens disent, équilibre, c'est 50-50 en fait des deux côtés. Et donc aujourd'hui, subjectif. C'est assez subjectif, et je me sens particulièrement épanoui en fait dans ma vie, dans mon style de vie. Et puis j'ai la chance d'avoir une compagne qui m'accompagne depuis 15 ans, qui est complètement en fait à l'écoute et supportive en fait de mes engagements, de mon rythme de vie. Mais c'est forcément en fait des points qui sont nécessaires, et je fais trop peu souvent pour faire le point, savoir où on en est, et un petit peu rebalayer un petit peu tous les questions fondamentaux sur le sens de l'engagement, le rapport qu'on a à la société, le rapport en fait à son ambition. Et ça c'est toujours en fait des moments où j'aime bien me retrouver dans ces grands espaces-là, loin de tout, pour se reposer et renouer avec ces questions fondamentales. T'as attendu 5 ans pour le faire, t'as attendu 5 ans de plus pour refaire des moments de break comme ça, ou finalement t'as compris qu'un entrepreneur a peut-être aussi besoin de souffler pour faire du bien à sa boîte? Ouais, je pense que c'est complètement vrai. Donc après, effectivement, je me disciplinais à faire 15 jours ou 3 semaines de break chaque année. Après, depuis la crise du Covid, bon là, c'est un peu une année, une année pleine, effectivement, pas avec trop le temps de souffler, mais je pense que c'est extrêmement crucial. En tout cas, les plus grandes idées sont nées à ce moment-là, et on pourra en parler, hein, mais notamment en fait
c'est au moment où on a connu en fait le plus gros coup dur en fait chez Recommerce. Avant de prendre toute décision, j'ai eu besoin justement en fait de faire un break, de partir 15 jours dans des grands espaces sans sans réseau téléphonique, etc. pour bien poser les choses. Et donc je pense qu'effectivement avoir en fait un cadre qui permet cette prise de recul est essentiel. Aujourd'hui, je le fais trop peu, j'y aspire davantage. Et il faut vraiment que je travaille pour plus me discipliner. Et voilà. Donc aujourd'hui, j'ai malheureusement pas beaucoup de solutions à apporter, mais par contre, je suis toujours intéressé pour entendre les autres sur la manière dont eux le gèrent. Il y a des choses qui te passionnent ou autre question, comment tu utilises ton temps quand tu n'es pas chez Recommerce? Non, aujourd'hui, en fait, quand j'en ai la possibilité, bien sûr, je vais essayer de faire un minima, un petit peu de sport pour entretenir une certaine condition physique. Toujours aussi intéressé pour lire quand j'en ai la possibilité. Après, honnêtement, depuis un an, en fait, c'est très très compliqué. Toutes ces passions, en fait, ont été complètement reléguées. Donc ça, c'est assez dommage. Et après, en fait, je pourrais peut-être en parler ultérieurement. Il y a toutes sortes de choses qui m'intéressent, de m'ouvrir en fait à d'autres sciences, à d'autres univers en fait. Qui permettent justement en fait de s'inspirer, d'avoir des éléments comparables, etc. Notamment en fait, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais un vrai intérêt pour tout ce qui est ouais, tu me voyais arriver sur... Si, mais complètement. En fait, t'as fait un double tease. Tu m'as parlé de ce moment où t'avais eu besoin de prendre 2 semaines de recul. Et donc, ça, c'est notre rubrique La Claque. Je pense que je vais le choisir pour ça. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dont t'as envie de nous parler. Et donc, ce sera, je présume, ta carte blanche. Donc, c'est parti pour La Claque, mais ça fait pas mal. Waouh! La Claque de Pierre-Étienne Roina. Bah déjà, nous, dans la vie d'entrepreneur, ouais, c'était un parcours assez dur avec beaucoup d'événements. Enfin voilà, la vie en fait classique en fait des entrepreneurs. Et je pense qu'on a même été plutôt chanceux. Ce qui s'est passé, c'est que nous, en fait, pendant 5 ans, notre développement s'est passé sans à-coups. On a eu une chance incroyable. On est tout petit, on signe un opérateur qui nous apporte un contrat de 6 millions. Deuxième année, on fait 6 millions. La troisième année, on fait 12 millions. La boîte est rentable, etc. En une croissance en fait assez dingue. Et donc, on se dit, bah, tout va continuer comme ça. Et donc en fait on arrive en 2015, on se dit on va structurer une 3e levée de fonds, donc là ça y est en fait on a les term sheets, on est en phase de due deal, on va signer un nouveau client en fait qui permet de doubler la taille de la boîte, donc génial, on commence à recruter pour pouvoir l'opérer parce que ça nécessitait un dimensionnement supplémentaire, on ouvre 2 nouveaux pays, etc. Donc ça c'était au mois de juillet, donc tout allait bien et tout allait bien. Et là, en fait, une semaine, fin juillet, il y a le fameux client là qui devait nous apporter le double du business qui nous dit, écoutez, en fait, je vais pas le faire, je le ferai peut-être dans 1 an ou 2 ans, mais bon, Recommerce vachement sympa sinon. Et donc là, bien sûr, on retourne vers le fonds d'investissement qui nous dit, bah Recommerce, génial, hein, mais par contre, on va pas investir. Et là, notre développement en fait dans les pays ou sur les 2 pays qu'on avait lancés, tout à l'heure je parlais de l'Espagne, on a lancé la Suisse qui cartonne, et l'autre en fait où c'est un gouffre financier. Et donc là, on se retrouve en fait dans une situation où on a un niveau de cash burn qui est énorme. Enfin, on avait levé 7 millions d'euros, mais là en fait, on cramait, je sais pas, 500 à 1 million par mois. Ça va vite. Donc ça va très vite, sans l'espérance en fait de ce fameux nouveau client, et finalement plus que 6 mois en fait d'espérance de vie. Et donc là, c'était la première fois où je prenais conscience en fait du fait que voilà, j'avais géré que de la croissance et que là j'avais un vrai problème à résoudre et qui effectivement on se destinait à toute vitesse, en fait à un refinancement de l'entreprise. Et là en fait, alors que nous, fondateur, on était encore majoritaire. En fait, après, je savais pas ce que ça allait devenir. Déjà, est-ce que moi j'allais rester dans la structure et qu'est-ce qu'il allait advenir en fait de la structure. Et donc on avait 6 mois en fait pour résoudre le problème. Et j'étais face en fait à un champ complètement inconnu puisque j'avais toujours surfé sur cette croissance là et avec un certain niveau de confiance en moi en fait qui s'était développé parce que on sait faire, on fait que de la croissance. Bah ouais, et puis il y en a, ils ont des problèmes, mais moi, enfin non. Et donc en fait, ça a été en fait une vraie claque. Et donc en fait, avec beaucoup de choses en fait à reconsidérer, énormément de problèmes. Déjà en fait, me dire, il va falloir restructurer l'entreprise. On n'a pas d'autre choix.
Et donc là, en fait, j'allais rentrer en fait dans un champ où toutes mes interactions avec tout le monde et beaucoup de certitudes en fait s'effondraient. Déjà avec mes actionnaires qui m'avaient toujours en fait poussé à faire de la croissance, à qui j'avais toujours apporté satisfaction et que je n'avais jamais géré dans un contexte de difficulté. Avec les équipes où il y avait une vraie proximité avec les équipes, j'ai recruté mes potes, etc. Et là, il allait falloir en fait en supprimer un tiers. Il fallait aussi améliorer en fait le modèle économique. Il fallait constituer plus de marge pour avoir à moins réduire les coûts fixes, potentiellement aller chercher de la croissance de la top line, etc. Voilà. Et donc on avait tout un modèle en fait à reconsidérer et on avait 6 mois en fait pour le faire. Et donc là, je me suis dit bon, peut-être le moment en fait de se poser un petit peu et de réfléchir. Et de bien poser le problème. Et donc c'est là où effectivement, je pense que c'était quasiment mes toutes premières vacances. Je suis parti 15 jours en Islande sur les glaciers, pas de réseau et tout ça, des paysages magnifiques, complètement dépaysants, etc. Avec 2-3 bouquins. C'est la première fois que je lisais ces bouquins-là d'entrepreneuriat pour expliquer comment gérer les difficultés, etc. Parce que j'étais quand même assez démuni en fait face à ce contexte. Juste une chose qui était sûre, c'est qu'on n'allait pas lâcher, quoi. Et après, donc au retour en fait de l'entreprise, effectivement, enfin c'était le 30 août dès la rentrée, expliquer aux équipes, voilà, on a un vrai problème dans 6 mois, potentiellement. Il n'y a plus de e-commerce. On va devoir surmonter l'épreuve ensemble. Donc, on se donne 30 jours pour réfléchir. Dans 30 jours après, c'est là où on va implémenter le plan. Et forcément, en fait, il y a certains d'entre vous qui vont devoir quitter la société. Et dans les 30 jours après, on essaiera, grâce aux actions en fait, qu'on a mis en œuvre, de commencer à en récolter les premiers fruits. Et donc là, en fait, c'est quelque chose d'assez formidable en fait, qui s'est passé parce que le collectif en fait, a suivi. Pour le coup, alors que c'était dur, il y avait des gens qui partaient, etc. On a fait un plan de licenciement économique, mais en fait, le fait d'être complètement transparent en fait avec les équipes, d'expliquer ce qui se passait, de partager avec tout le monde le plan de pourquoi en fait on le faisait, la raison en fait pour laquelle on le faisait. Il y a eu une énergie en fait assez incroyable en fait de transformation de l'entreprise, avec des gens qui sont partis, on s'est séparés en très très bons termes. Il y a certains de mes amis, j'ai dit écoutez, t'as plus ta place pour toi, et dit t'inquiète, voilà, je comprends bien, etc. Et donc ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu des licenciements un peu plus compliqués. Et donc j'ai jamais géré de licenciement de ma vie, parce que tout le monde restait chez e-commerce, parce que tout le monde était plutôt bien. J'avais jamais géré de restructuration, etc. Et donc ça a été en fait 6 mois où on dormait pas, on travaillait énormément. Et en fait en 6 mois on a réussi en fait à retourner l'entreprise. Et à la ramener en fait à la profitabilité, voire on est passé d'un cash burn de 500 mensuel d'EBITDA à quasiment 500 d'EBITDA par mois ou en gain. Donc en fait ça a été plutôt rapide, mais on a effectivement transformé l'entreprise de manière drastique. Et ça a laissé en fait des traces durables. À la fois, ça a été un saut de maturité pour moi en fait gigantesque. En tant que tel. Pour l'entreprise, ça a changé sa trajectoire parce que depuis, en fait, on est rentable et je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on a quitté la zone de venture, en fait, en tant que tel, parce que en se disant, en fait, la phase de potentielle fuite en avant, etc., enfin, c'est plus pour nous. Et donc, aujourd'hui, on cherche à recruter des personnes qui ramènent, en fait, cette logique de prise de risque, etc., parce que, en fait, ça m'a un petit peu échaudé, me dire, il faut en permanence rester en maîtrise, en fait, du destin de l'entreprise, avoir en permanence sécurisé des plans B, etc., parce que plus jamais se retrouver en fait dans ces situations-là où il n'y a pas d'issue techniquement. Et donc là aussi, enfin tout à l'heure on parlait de résilience, cette logique en fait de développer une résilience pour l'entreprise et en permanence d'avoir en fait des plans de sauvetage. C'est pour ça que j'ai expliqué que la crise du Covid finalement a pas été trop douloureuse de notre côté parce qu'on savait comment faire, on avait des plans de continuité d'activité qui étaient prêts, on savait comment aborder les choses d'un point de vue méthodologique et d'un point de vue business, beaucoup de choses en fait étaient anticipées. Mais en tout cas, en fait, à titre personnel, je pense que c'était ma première cicatrice d'entrepreneuriat et elle a été extrêmement durable. Enfin, j'ai perdu des gens dans l'aventure que j'aurais souhaité emmener beaucoup plus loin. J'ai fait des erreurs de communication, notamment vis-à-vis de mes actionnaires, qui j'ai décidé de plus répondre parce que j'avais pas beaucoup de temps, il fallait que je fasse mon choix. Et donc d'un côté, j'ai des gens qui me demandaient des reportings tous les jours. Mais j'ai dit, laissez-moi tranquille. Je suis en fait potentiellement à la manœuvre pour essayer de résoudre le problème. Voilà. Et donc la manière en fait dont j'ai géré cette crise à l'époque, in fine, ça s'est plutôt bien soldé. Et puis c'était forcément les bons choix. Il y a beaucoup de choix de communication, d'accompagnement, etc. que j'aurais pas forcément, que je referais pas forcément pareil. Du coup, on perçoit les invests, ses collaborateurs, la boîte, soi-même, de manière très différente après un coup comme ça. Ah oui, complètement.
Complètement. C'est un vrai saut de maturité. Après, je pense que j'étais plus du tout le même. Et la manière de faire du business, le fait de revoir en fait les modèles où effectivement on développe son modèle économique, etc. Et puis et on est ramené par une réalité en fait qui est celle de la profitabilité, etc. Et donc aujourd'hui, voilà, je pense qu'on est maintenant plus dans une logique en fait de juste milieu, c'est-à-dire en fait d'aller sur le juste niveau de croissance, mais avec toujours en fait les pieds davantage sur terre. Et donc je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on a arrêté de définir Recommerce comme une start-up en tant que telle. On en a gardé l'esprit, on en a gardé les fondamentaux de culture qui sont très 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 forts chez nous, mais en termes de pragmatisme économique, voilà, on a complètement changé de mindset. Et ben nous, du coup, on change radicalement, je présume, de sujet pour la carte blanche de Pierre-Étienne. Carte blanche pour 40 nuances de Next. Ouais, merci. Non, deux sujets en fait qui pouvaient être intéressants, c'est qu'aujourd'hui en fait on pense qu'effectivement pour contribuer au changement sociétal en fait nécessaire en fait à résoudre cette problématique du réchauffement climatique, ça passe énormément par l'éducation, la sensibilisation. Et donc déjà en fait un premier message, nous en ce moment on fait un truc qui est vachement bien et que je conseille en fait à tous les entrepreneurs qui nous écoutent, qui permet chez nous Recommerce de créer énormément de liens, de sensibiliser aussi à ces problématiques du développement durable. Et je sais pas si tu connais, c'est qu'on forme en fait tous les collaborateurs de Recommerce à la fresque du climat, qui est en fait, on va dire, un atelier qui dure 2-3 heures, qui est assez ludique et qui permet en fait de former aux causes et conséquences en fait du réchauffement climatique. Et donc ça permet en fait de comprendre... La fresque du climat. La fresque du climat, c'est un projet porté par une association et il y a de plus en plus de membres bénévoles en fait qui forment. Nous-mêmes, on a formé des formateurs en fait en interne et qui permettent de comprendre causes et conséquences du réchauffement climatique. Par exemple, je sais pas, monter des océans, quelles sont les causes, quelles sont en fait les conséquences, etc. Et ça permet en fait d'avoir une vision systémique de tout ce qui se passe. Donc c'est un exercice qui est relativement déprimant en tant que tel, parce que les conséquences en fait de tout ça sont quand même assez désastreuses, mais ça permet en fait d'avoir un bon niveau d'éducation sur quelle est la problématique. Et après, effectivement, se poser à l'échelle industrielle, à l'échelle personnelle plutôt, qu'est-ce qu'on peut faire, et à l'échelle systémique, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, ça permet vraiment en fait de sensibiliser les collaborateurs. Il y a un deuxième outil en fait sur lequel en fait on a aujourd'hui, alors déjà à l'échelle personnelle de mon côté en fait qui a été très marquant. Je sais que mes associés en fait m'ont pas suivi là-dessus en fait. Cédric m'avait devancé sur le sujet, c'est qu'effectivement on s'est aussi formé à la permaculture. Alors, je sais pas si tu vois en fait ce que c'est. Très bien. Peut-être pour ceux qui connaissent pas encore, en fait, la permaculture, c'est en fait, on va dire, la science d'une agriculture durable, et de manière plus générale, c'est la science en fait des systèmes durables. Puisque aujourd'hui, en fait, nous, on est dans un système qui est pas durable. On l'expliquait, on puise en fait des ressources finies en pensant qu'elles sont infinies. Tout ça, en fait, est lié à un échec. Et ce qui est intéressant dans la permaculture, donc, est lié en fait sur trois principes fondamentaux qui sont prendre soin en fait de la planète en tant que telle, des sols, des forêts, de l'eau, etc. Prendre soin de l'humain, donc c'est à commencer par soi-même, des communautés et des générations futures, et aussi en fait partager les ressources, parce qu'en fait on voit que tout le système naturel en fait est basé sur le partage des ressources. Et après on décline énormément en fait de principes qui sont extrêmement intéressants et qui sont des principes observés en fait dans la nature, par exemple sur la nécessité de diversité, sur le fait que le problème en fait est souvent la solution, que l'innovation naît souvent en fait des effets de lisière. Typiquement en fait quand on associe deux populations, c'est en les associant en fait qu'on va observer en fait de l'innovation. Comme par exemple en fait il se passe plein de choses au moment où la forêt finit, que la prairie commence, c'est là où il y a la lisière et c'est là où naît en fait l'innovation. Il y a plein de petites choses qui apparaissent, etc. Et donc et même en fait en extrapolant, ça devient en fait vraiment une science et une méthode pour constituer des systèmes complexes, puisqu'en fait aujourd'hui la nature est un système complexe qui est vertueux, qui ne crée pas de déchets, etc. Là où nous, on a eu de cesse à faire des systèmes simples, des monocultures, mais en fait, c'est extrêmement fragile, etc. Et que, en fait, c'est dans la diversité, dans la complexité qu'on peut construire, en fait, des systèmes résilients. Et donc, en fait, simplement, en observant, en fait, la nature, on accède, en fait, à un réservoir d'innovation et d'expérience, quand même, qui a 4 milliards d'années. Et aujourd'hui, c'est une source d'inspiration qui peut être énorme. Et la perma apporte déjà des exemples concrets et la manière, en fait, potentiellement
et des méthodes aussi en fait pour s'en inspirer et revoir la manière dont on gère une entreprise. On peut extrapoler, c'est assez proche des méthodes de l'agile aussi en fait, par itératif, etc. Et donc j'incite tout le monde en fait à découvrir en fait cet univers parce que ça a été à titre personnel extrêmement marquant. Il y a, alors pour ceux qui font un peu de jardinage, la permaculture c'est quelque chose d'assez accessible. Pour ceux qui voudraient pouvoir l'appliquer à leur entreprise et à leur peut-être système de pensée, est-ce que tu as un ouvrage, un doc à recommander? Alors, pas forcément. Au-delà de cette carte blanche, bien évidemment. Pas forcément sur le sujet, mais en fait, je recommanderais de pas aller trop vite. Dans la matière, mais plutôt effectivement se former, c'est généralement des formations sur 1 ou 2 jours, etc. Et de bien comprendre en fait les fondamentaux en fait de cette science qui vient de l'agriculture. Et après que chacun réfléchisse sur la manière dont en fait il peut l'appliquer cette méthode à titre personnel dans son entreprise, etc. Et typiquement c'est pour ça que moi j'ai pas lu de bouquin qui expliquait ces choses-là, parce que j'ai plutôt essayé d'en faire ma science propre et de développer une propre discipline, de voir voilà comment je peux aujourd'hui m'inspirer en fait de la nature pour créer une société plus résiliente, plus innovante et plus respectueuse de l'environnement. T'es pas obligé de répondre ni quoi ni comment, mais est-ce que tu as fait des petites expériences pour mélanger la forêt et le début de la prairie pour voir ce qui se passait? En fait, nous, en tout cas chez Recommerce, on a toujours été à vouloir avoir un maximum en fait de mixité en fait dans les équipes, avec des gens d'horizons extrêmement différents, de cultures extrêmement différentes. Et aujourd'hui en fait, en tout cas l'équipe, tout à l'heure on parlait de qu'est-ce qui m'inspire aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait respirer. L'équipe en fait, une bonne partie aujourd'hui de ce qui m'inspire et me fait respirer, parce qu'il y a des personnalités qui sont chouettes, et c'est justement en discutant avec ces gens-là qui viennent d'horizons différents, de milieux culturels différents, qu'en fait on arrive à trouver à être inspiré et à créer de l'innovation. Donc en fait, Recommerce, c'est un peu une lisière, en tout cas, entre ce monde de l'économie linéaire et la prairie, en fait, qu'on espère, en fait, d'un monde beaucoup plus durable. Donc tu évoques l'équipe, qui est une manière de te permettre de respirer. Tout à l'heure, tu évoquais même des amis, et c'est vrai que je voulais rebondir dessus, et puis on avait tellement de sujets que j'y suis parvenu, mais comme tu y reviens, je me permets. On peut être ami avec ses collaborateurs. Là, je sais que la réponse est oui, mais la question, c'est vrai que c'est une question qui se pose souvent chez des dirigeants, de à quel point on met le curseur entre le pro, le perso. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Est-ce que tu as une manière de faire, ou est-ce que tu résilies, tu adaptes régulièrement ta manière de faire? Non, là-dessus, en fait, j'ai toujours dans mon équipe, en fait, 2 personnes qui étaient au BDE avec moi en école, donc on se suit depuis 15 ans, et puis en fait, on se fréquente en fait en dehors dans l'entreprise. Je pense qu'en fait, il y a 2 choses. Déjà, effectivement, apprendre individuellement à séparer les sujets, et à faire la différence entre le pro et le perso, et c'est des choses qu'il faut apprendre. C'est-à-dire que c'est pas parce que je fais un retour sur la qualité, je sais pas, de la présentation d'un de mes amis qu'il faut qu'il prenne à titre personnel. Voilà, mais ça, c'est des choses en fait qui mûrissent avec l'âge, et qu'on apprend d'arriver en fait à séparer ces 2 espaces-là. Et après, l'autre chose, c'est aussi de l'importance en fait d'être authentique en fait dans la vie d'entreprise, c'est-à-dire pas avoir en fait 2 types de personnalités, 2 types de discours, et d'être en cohérence en fait avec ses valeurs et avec soi. Et dans ce cas-là, en fait, ça permet effectivement de faciliter ce type de collaboration. Et donc aujourd'hui, effectivement, souvent, je travaille avec des gens que je fréquente en fait par ailleurs et de longue date, et aujourd'hui, ça s'est toujours très très bien passé, parce qu'on savait où étaient les limites, parce qu'on savait cadrer en fait cette relation-là, et parce que je pense qu'on était vraiment authentique et à l'aise en fait avec nos démarches respectives. Même chose pour tous les associés? Oui, je sais que Benoît en fait au début avait recruté son cousin, il nous fallait un ingénieur informaticien, il avait fait appel à son cousin, etc. Et donc et puis chez Cédric en fait, on travaillait avec sa belle-sœur depuis super longtemps et ça se passe super bien, etc. Donc nous en fait et je pense que ça se prête pas mal en fait à notre mode d'organisation et notre culture en fait d'entreprise en fait, où il y a énormément de solidarité, où tout le monde en fait est fait corps en fait avec la mission de l'entreprise.
où on est relativement transparent, où l'organisation est quand même relativement flat et responsabilisante. Et c'est tout un contexte qui facilite en fait ce genre de rapport. Mais j'ai pas d'exemple où en fait le fait d'avoir amené en fait des personnes de notre écosystème proche et poser des difficultés à partir du moment où tout est parfaitement clair vis-à-vis aussi du reste des collaborateurs qui connaissent en fait ces relations par ailleurs. Je posais la question parce que c'est des débats que j'entends souvent entre entrepreneurs, donc je trouve ça toujours intéressant d'avoir les avis des uns et des autres. C'est le moment presque de se dire au revoir, mais avant ça, on a envie de découvrir quelle est la sista de Pierre-Étienne Roina. Sur ces quelques notes d'Aretha Franklin, on rappelle que vous, le Next 40, vous êtes encore relativement très masculin. Et c'est pourquoi, avec Olivier et Solène, notre associé, on tenait à féminiser un peu ces épisodes de podcast en proposant aux entrepreneurs du Next de choisir une femme entrepreneur qu'ils admiraient et qu'ils avaient envie de mettre à l'honneur. Ouais, mais on en a parlé notamment en fait avec Benoît et on a choisi ensemble effectivement de mettre à l'honneur en fait Caméra Physique, qui est directrice générale en fait d'une entreprise et aussi d'une association qui s'appelle PicPic Environnement et qui est une association qui sensibilise aux bonnes pratiques du zéro déchet, au réemploi, la réutilisation, au do it yourself, et qui est très investie en fait sur le terrain pour permettre en fait de sensibiliser très concrètement à ces problématiques. Elle est par ailleurs en fait membre et aujourd'hui secrétaire, je crois, de la fédération en fait qu'on a co-créée, Aircube, et très investie en fait dans l'écosystème d'entreprises à impact en fait dans l'économie circulaire. Et voilà, et donc c'est à ce titre effectivement qu'on souhaitait la mettre en avant. Et on ne conclura pas sans te proposer de lui poser une question que Solène Etienne lui adressera volontiers. Ouais, c'est la question en fait, on va dire de notre collectif et de la raison d'être aussi un peu de notre fédération. C'est comment penses-tu ou pense-t-elle, enfin je sais pas si je t'adresse directement la question, comment on peut être en fait plus fort à plusieurs, puisqu'aujourd'hui on est énormément de petites initiatives et qui voulons peser et impacter en fait de manière significative le monde, et comment en fait elle pense que effectivement en se fédérant on peut continuer ensemble en fait à progresser à la fois en tant que dirigeant mais aussi en tant qu'entreprise. Eh bien, la question lui sera posée. Un grand merci pour le temps passé ensemble, Pierre-Étienne. Merci beaucoup, merci à toi. Merci pour ce temps d'échange. Et je sais que Olivier te salue sur la descente du Kilimandjaro. Je promets à tous les auditeurs qu'on le retrouvera très bientôt pour le prochain épisode. Merci à tous. Merci bien, au revoir. 40 nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.